Bon, bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première rencontre pour le PPC-MOI, projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble concernant les immeubles visés sur la rue David, le lot 6 730 780, 6 730 781, 6 730 782 et 6 730 783. Je suis accompagné d'Olivier Brassard qui va s'occuper de la démarche du projet comme tel. On est ici ce soir pour vous présenter le projet puis aussi écouter un peu ce que vous avez à dire. Il n'y aura peut-être pas nécessairement des réponses à toutes vos questions ce soir, mais on va en prendre note et c'est sûr qu'on va vous revenir avec des vraies réponses s'il y a l'information qu'on n'est pas capable de vous remettre ce soir. Donc, Olivier, je te passe la parole. Merci, Daniel. Donc, les grandes lignes du projet, c'est la construction de 4 immeubles de 9 logements chacun sur le prolongement de la rue David. En Noranda-Nord, c'est 4 PPC-MOI, c'est 4 résolutions, mais vu que c'est 4 fois le même projet, on va le présenter en une seule et même présentation. Les éléments dérogatoires pour chacun des terrains, c'est chaque terrain, c'est un bâtiment de 9 logements, donc x4, au lieu du maximum prévu par la grille des spécifications de la zone de 8 logements maximum. Il y a aussi un élément ajouté à la demande qui était l'absence de case de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Il y a eu le premier projet de résolution qui a été adopté le 27 juillet qui viserait l'éventuelle autorisation du projet. Quant aux cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, cet aspect-là est refusé, donc le demandeur devra se conformer. Il y a des conditions qui ont été ajoutées à l'autorisation, donc c'est principalement là, concernant l'espace vert sur le terrain, qu'on va voir en détail plus tard. Juste peut-être un petit point, là. Tu sais, comme là, ce qu'on vient faire pour ces 4 immeubles-là présentement, ce qu'il faut qu'on comprenne très bien, c'est que là, présentement, le quartier, ce qui permet, c'est 8 logements dans chacun des blocs. Et là, qu'on vient faire avec un PPC-MOI, c'est de permettre de rajouter un seul appartement de plus dans chacun des blocs. C'est important, c'est pas, on double pas la superficie, c'est pas comme si c'était des 4 logements qu'on monte à 8 ou à 9. Présentement, le promoteur on pourrait autoriser un projet de 8 logements par terrain. En fait, il serait déjà autorisé. Il serait déjà autorisé. Là, c'est juste l'ajout d'un 9e par chacun de ces 4 blocs-là. Donc, un ajout total de 4 logements. Puis, les bâtiments, c'est déjà prévu là, qui gardent la même forme, que ce soit du 8 ou du 9. Donc, on est situé, comme j'ai dit, au prolongement de la rue David, qui est en train de se développer à Noranda-Nord. Donc, le rond jaune, c'est approximativement là où le projet se situe. Plus précisément, on est dans la zone 30-50. C'est une zone qui permet plusieurs usages, quelques usages commerciaux de proximité et des usages résidentiels de faible à haute densité de 2 à 8 logements par bâtiment. Le projet est associé à un volet d'unités d'habitation abordables. Donc, ce qui est à l'objet de la demande, c'est cet ajout-là. Donc, pour la 9e unité d'habitation pour chaque bâtiment, serait une unité d'habitation abordable. Le promoteur nous a fourni une modélisation là, de l'apparence du bâtiment. Cette page-là, je vais la passer rapidement. C'est juste pour montrer quel genre de logements qui vont être offerts. Ça va être en majorité des 5,5. Et puis, il va y avoir dans chaque bâtiment 2, 3,5, dont quelques-uns vont être au sous-sol. C'est 4 lots avec des longs numéros. Donc, par simplicité, quand on va référer à des terrains, on va leur donner des petits noms. Donc, celui qui est le plus à l'ouest va être le A. Celui le plus à l'est va être le D, avec B et C au milieu. Au niveau des éléments dérogatoires, c'est l'usage résidentiel de haute densité de 9 logements par bâtiment, alors que le maximum permis dans la grille, c'est un usage résidentiel de haute densité avec 8 logements par bâtiment. Également, ce qui a été ajouté à la demande, c'est de ne pas aménager de case de stationnement pour personnes à mobilité réduite, alors que le minimum demandé, c'est de 1 case par aire de stationnement, de 10 à 20 cases. Donc, pour 20 terrains, ça ferait 1 case par 20 terrains. Pour 4 terrains, ça ferait 1 case par terrain, pour un total de 4 qui serait exigé. Également, vu que la densité d'occupation résidentielle dans la zone n'existe pas aujourd'hui, ça fait qu'il n'y a pas de norme d'implantation pour cette densité-là. Donc, on va l'assujettir
On l'assujettirait au même que ceux qui sont déjà autorisés pour le logement de haute densité. Puis finalement, il y a le reste des normes sont respectées. Si jamais il y a d'autres éléments dérogatoires qui surviennent au cours du projet, le demandeur va devoir déposer une nouvelle demande. Le Conseil a adopté son premier projet de résolution et autoriserait en partie le projet, donc de permettre le 9 logements par bâtiment et de refuser l'absence de case de stationnement pour personnes à mobilité réduite, donc d'exiger qu'il y en ait une par terrain. L'autorisation viendrait également avec des conditions. Premièrement, vous pouvez voir sur les terrains B et C où il y a des arbres en bas, il était prévu d'aménager un bâtiment accessoire remise commun pour les deux. Donc, il serait exigé que ce bâtiment accessoire soit séparé. Donc, pour chaque terrain, il y en ait un. Ça permettrait de libérer de l'espace pour mettre 2 arbres, pour planter 2 arbres de part et d'autre de ces remises-là, qui, en fait, constitue la deuxième condition. Donc, ça ferait 2 arbres par terrain en marge arrière. Puis, finalement, il serait exigé de retirer 2 cases de stationnement au projet dans les 2 extrémités de l'aire de stationnement, donc pour le terrain A et le terrain D. Et puis, ces 2 cases réduites-là permettraient d'aménager plus d'espace vert sur le milieu. Les motifs derrière l'autorisation, on parle d'un projet résidentiel de haute densité dans un secteur de haute densité en développement. La variation qui a été jugée comme assez mineure pour qu'on puisse déterminer que ça s'intègre bien dans ce point-là. Puis, ça vient également bonifier l'offre en logement et en logement abordable dans le périmètre urbain de Rouyn-Noranda. Les conditions, les motifs derrière celle-ci, au niveau de la réduction des cases de stationnement au bénéfice d'espaces verts, c'est dans un but de lutter contre les îlots de chaleur. Puis, pour les cases de stationnement personnes à mobilité réduite, le respect du règlement, ça vient répondre à des besoins d'accessibilité universelle. Finalement, au niveau du calendrier d'adoption, le 27 juillet 2026, il y a eu l'adoption du premier projet de résolution. Le 5 août, il y a eu les avis publics de consultation qui ont été publiés dans le journal et qui ont été affichés sur l'entrée du secteur. Ces avis publics-là servent à convoquer la présente assemblée de consultation aujourd'hui, le 24 août 2026. Si tout se passe bien aujourd'hui, la prochaine séance du Conseil, donc le 14 septembre, il y aurait l'adoption de la résolution sous sa forme finale. C'est important de noter que, vu qu'on parle d'une augmentation de densité d'habitation qui est inférieure au tiers de ce qui est déjà autorisé, il n'y a pas de procédure référendaire qui est permise par la loi. Donc, s'il y a des opposants, les recours, c'est en fait aujourd'hui via les commentaires que les citoyens peuvent fournir. Si le Conseil continue d'aller de l'avant pour l'autorisation, le 14 septembre, il y a l'adoption de la résolution, puis elle rentrerait en vigueur le 23 septembre à sa publication. Questions, des commentaires? Les gens qui aimeraient prendre la parole dans ce dossier-là? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Dan Pronavo. Je demeure au 2680 rue David, juste à côté du nouveau développement. Concernant la demande de dérogation, l'ajout de 4 logements, je trouve que c'est déjà un gros développement qui se prépare à côté de la rue David au bout. C'est un ajout de 84 logements qu'il va y avoir en tout. Si on commence à ajouter 4 logements de plus pour ces 8-là, qu'il y en a 3 autres 8 qui demandent un autre 3 logements, puis toutes les autres qui demandent des logements, ça vient que ça finit plus. La Ville a des réglementations et on sait, on n'est pas contre le développement. On était déjà venu pour faire des dérogations pour dire qu'on était contre. Là, on essaie d'augmenter encore la capacité de ce secteur qui est déjà surloadé. Et là, je parle juste pour les 4 nouveaux logements. Mais on n'a pas de vue d'ensemble de ce quartier-là en développement.
comme le projet Sénateur ou des choses où ce qu'on voit comment que ça va se développer. Là, on n'a pas de projection. Fait que si tout le monde demande des dérogations pour des loyers à prix modique qui est très correct, je veux dire, oui, on sait qu'on en a besoin, mais il pourrait le faire à même ces logements qu'il y a déjà. Je vois pas pourquoi que la Ville autoriserait pour pénaliser des citoyens pour que lui puisse être sûr d'avoir un revenu additionnel pour ça. Il est capable de le faire à l'intérieur de ses 8 logements. Il y en a déjà 32 dans son développement. Fait que 4 de plus, je trouve que c'est exagéré. Puis il y a eu 3 autres 8 logements sûrs qui vont se bâtir. Plus des 4 logements, il y en a. J'ai remis des documents. J'espère que vous allez en prendre connaissance. Il y a un genre de petit mémoire, puis un genre de document pour le projet. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup de circulation qui va venir en ligne de compte, ça aussi. La rue David, une largeur de 12 mètres, était plus large au niveau de 15 mètres, une réduction à 12 mètres. Puis là, la circulation, ça ne fera pas non plus. Fait qu'il va falloir aussi que la Ville se penche sur la nouvelle sortie sur le chemin Saint-Luc avec tout ça. Parce que là, c'est l'ajout de 4 logements, on peut dire que c'est l'ajout de 4 véhicules. Mais comme je dis, dans l'ensemble, si tout le monde demande des dérogations ou des projets PPC-moi comme ça, bien, on se ramasse avec... on dénature carrément les règlements municipaux pour dire, ben là, regarde, il était censé avoir juste tant de logements, on est rendu avec 12, 15 logements de plus, puis ça finit pas. La cause est bonne, mais je pense que ça peut être fait ailleurs que quand tu as déjà 32 logements, puis que tu vas en avoir 4 de plus. Je trouve que c'est un peu exagéré dans ce sens-là. C'est sûr qu'au niveau des problématiques, il y en a aussi, parce que ce qui m'a fait, le projet n'engendra pas de nuisance au voisinage. J'ai trouvé ça un peu simpliste au niveau du projet, parce que ça a une atteinte à la qualité de la vie des citoyens de la rue David. Comme on dit souvent, l'augmentation qu'il va y avoir au niveau de la circulation. Puis je vous le dis, on dirait qu'il n'y a pas de présentation du projet dans l'ensemble. Moi, j'ai eu des plans, j'ai eu des choses, parce que j'ai dû acquérir un terrain en arrière de chez nous pour être sûr qu'il n'y a rien. Puis là, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres 8 logements. Fait que donc, la densité de population, la densité de circulation va augmenter. Puis je pense que c'est une sécurité pour les jeunes familles et les enfants dans la rue David. Il va falloir se poser un sérieux questionnement à ce niveau-là. Puis surtout au niveau du développement de la rue projetée pour aller rejoindre le chemin Saint-Luc. Je pense que ça va devenir primordial que ça soit fait avant d'autres développements, puis même pour acquérir ce nouveau quartier qui se développe là. Les résidents, on demande la fermeture aussi de la rue David, là, peut-être juste à ce niveau-là pour qu'ils puissent tous sortir du même bord puis qu'on n'ait pas une grande circulation sur cette rue-là qui est déjà beaucoup de circulation, un peu maganée pas mal, c'est sûr. D'autres choses aussi, c'est qu'il y avait des problèmes au niveau des infrastructures, qu'on n'avait pas eu de réponse, à savoir les égouts, tout ça, qu'est-ce qui avait été dans l'autre demande qu'on avait eue, l'ajout des 80 logements qu'il va y avoir. Là, je sais que c'est pour un projet de 4 logements ça, je le sais, mais il faut passer dans la globalité. C'est l'ajout de 4 nouveaux logements, 4 véhicules de plus, donc c'est du monde. Puis on peut s'attendre à ce que pourquoi que si lui il l'a, pourquoi que l'autre l'aura pas, pourquoi que l'autre, puis pourquoi, puis ça finira pas. Fait que c'est pour ça qu'on a une petite objection dans ce sens-là. Je vais laisser la parole à d'autres aussi à ce niveau-là, mais j'aimerais ça que le Conseil prenne connaissance des documents qu'on a remis, parce qu'il y a vraiment des questions à se poser sur la façon dont le développement se fait, surtout en urbanisme. De pas grand arbre, 2 arbres, 1 arbre, il aurait pu avoir une rangée d'arbres. Il y a des recommandations aussi de changer de côté pour les fenestrations, pour offrir de l'intimité. C'est détaillé dans le document remis. Faire quelques changements. On sait que le 8, il est là pour être là, mais moi, je pense qu'il y a quand même des limites à respecter, à vouloir développer 4 autres logements additionnels quand il y a d'autres qui vont arriver, et qu'on n'aura pas de contrôle là-dessus. Juste pour revenir un peu, oui. Tu disais, vous avez comparé ça avec le projet du Lac-Noranda. Le projet du Lac-Noranda, c'est des infrastructures construites par la Ville, pour la Ville, avec le développement qui est pensé par la Ville. Tandis que tout ce secteur-là, oui, il y a un schéma d'aménagement, c'est-à-dire qu'on va déterminer que c'était de la place pour des 8 logements. Par contre, c'est tous des terrains de privés qui vont construire eux-mêmes, qui vont développer eux-mêmes. Donc, leur vision, on sait qu'il y a une phase 1 qui a été faite d'un promoteur, que là, il se rendra peut-être pas en phase 2. On ne sait pas qui va les développer.
Le premier développement, c'est à M. Prévost, qui est là, il a revendu certaines parties de ses terrains à des promoteurs qui vont construire. Donc, c'est cette partie-là qui est difficile pour nous de venir dire parce que, oui, le secteur il est prévu pour du faible moyenne densité avec une sortie sur chemin Saint-Luc. On en a parlé à plusieurs reprises, puis je le comprends très bien, puis là, on analyse ça présentement, mais tant qu'il n'y aura pas le développement comme tel, que tout ce qui va se faire dans ce secteur-là, je pense qu'on peut pas aller plus loin que ça, là, c'est là. Je suis d'accord, mais il faut quand même avoir la vision. Oui. Puis je vous ai présenté une vision dans les documents. Puis, justement, vous pouvez pas savoir, c'est que ça paraît binaire, 4 logements de plus. Non. Mais dans l'ensemble, comment ça que lui va avoir ça, l'autre aussi, pourquoi que l'autre l'aura pas? Puis on se ramasse avec 4, 8, 12 de plus dans déjà jusqu'à 80, possibilité de 80. Puis là, il y a des 4 logements qu'on sait pas si ça va virer comme ça, parce qu'on n'a pas de prévision. Mais la prévision, par exemple, c'est qu'on sait qu'il va falloir faire développer la rue. Ça, vous le savez. Puis pas dans 10 ans, dans 15 ans. J'ai information qu'il était censé avoir une traverse à un moment donné pour rejoindre le parc dans l'autre projet, mais je pense qu'elle n'a jamais été fait. Je sais qu'il y a des sommes que les promoteurs sont censés donner à la ville pour enverdir ou faire pousser des arbres ou mettre des choses, mais on ne sait pas où ça va. C'est ça qui est un peu... Le développement se fait... Comme je dis souvent, là, je suis en train d'avaler un raisin, mais il y a une grappe en arrière. Puis la grappe, elle passera pas, là. C'est pour ça, là, c'est présenté un petit raisin à la fois, là. Mais il faut penser dans la globalité dans ce projet-là, parce qu'il y en a beaucoup de logements. Puis la sécurité des enfants puis de la rue, c'est important aussi. Oui. Merci. 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 Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui. Donc, je m'appelle Ashley. Moi, je suis résidente, en fait, de l'avenue Paris, qui est un petit peu plus adjacente à la Saint-Luc. En fait, moi, j'ai ici, surtout pour j'ai des questions au niveau, c'est ça, de la sécurité. C'est vraiment plus mon enjeu à moi, j'ai l'impression. En fait, là, ça fait environ 5 ans que je suis résidente de l'avenue Paris, qu'on a acheté. Moi, mon conjoint, on a acheté spécifiquement pour ce quartier-là, parce qu'on aimait beaucoup pour la vie de famille avec le parc Saint-Luc. Par la suite, il y a eu la construction du terrain de soccer. Là, mon enjeu aussi, c'est au niveau de l'achalandage dans le quartier qui amène aussi ces logements-là. Donc, ça l'amène comme le monsieur ici a dit, beaucoup de portes, beaucoup de nouveaux véhicules qui vont rentrer dans le quartier. Il faut pas minimiser aussi le fait qu'il y a la construction du CPE qui amène en fait ces 80 places là, c'est vraiment super. Mais j'ai jamais eu d'objection à ça, à ce qu'il y ait le CPE ici dans le quartier. C'est vraiment bien. C'est juste que ça va être de l'achalandage à l'année longue, matin et soir, 80 places plus les employés aussi qui vont se déplacer directement sur la Saint-Luc pour se rendre là. Je sais pas si vous avez déjà, si vous êtes déjà venu faire un tour en fait là, dans le quartier un soir de semaine l'été quand il y a toutes les cours de soccer. Moi, j'habite vraiment là comme pratiquement directement en face. C'est incroyable l'achalandage qu'il y a depuis que le terrain de soccer a été créé. Le parking est clairement désuet là. Il peut pas prendre tous les véhicules là, pour toutes les familles qui se déplacent pour les cours de soccer. Ça crée que les gens, dans le fond, en fait, ils se parquent d'un bord et de l'autre de la Saint-Luc. Là, ça, je peux comprendre. Sur la parue, justement, sur ma petite rue à moi, ça fait que ça coupe. Déjà il y avait... Le monde roule quand même assez vite là, dans le quartier. Là, ils font pas nécessairement attention. Les seules places, en fait, pour piétons, puis pour les vélos, etc., là, sont pris par les véhicules sur une bonne portion de la Saint-Luc, là, je dirais. Ça fait qu'on n'a pas de place pour circuler ni à pied, ni en vélo, etc. On n'a vraiment aucune place, donc faut qu'on pile dans la rue pour circuler. Les véhicules, c'est pas praticable. Là. On peut pas. Quand il y a le soir, là, quand les gens circulent, les enfants surtout se promènent à vélo, ils vont au parc. C'est très 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 dangereux. Là. Les gens quand ils veulent virer justement dans le stationnement au sortir, ça roule extrêmement vite. Puis ça, je dirais que c'est comme de 16h à 22h à la semaine longue. En fin de semaine, il y a eu des événements aussi de soccer, les événements de fin de saison. Ça a été comme ça tout le week-end. Là, du matin au soir. Donc, mon commentaire puis mes questions, en fait, c'est plus de savoir est-ce que, mis à part, bon, là, je vois, c'est plus pour discuter du projet des 4 bâtiments, mais
ça a développé énormément dans les 5 dernières années, là, depuis qu'on est là, dans le quartier. Ma question est, qu'est-ce que la Ville a pensé? Qu'est-ce qui a été pensé au niveau de la sécurité dans le quartier? Parce que je sais que il y a quelques années, j'ai des voisins aussi qui avaient demandé des dos d'âne pour essayer de ralentir le trafic. Ça a été refusé, ça n'a pas été fait. Il n'y a aucune signalisation au niveau des passages piétons. En fait, il y en a seulement un. Il y en a un à peu près sur la Saint-Luc, à peu près au niveau d'une des sorties de la rue Paré. Il y a seulement une pancarte, il n'y a aucune ligne qui a été faite. Les véhicules ne laissent jamais passer les piétons, à peu près pas. Fait que ma question, puis vraiment mon commentaire, c'est vraiment au niveau de ça. Qu'est-ce qui a été pensé par la Ville, en fait, concernant l'achalandage qu'il y a présentement, puis qu'il va y avoir encore plus dans les prochaines années pour au niveau de la sécurité piétonnière? Parfait. Concernant cette partie de la question-là, je vais vous inviter, on va prendre vos coordonnées et je vais communiquer avec vous parce que j'aimerais ça vous expliquer un peu ce qui s'en vient dans ce ce qui est présentement fait dans ce secteur-là. Puis éventuellement aussi, il va y avoir des annonces qui vont être faites au niveau du conseil. Mais pour cette partie-là, ce que je comprends, c'est qu'en lien avec le projet, vous, c'est tout l'enjeu d'augmentation du volume de véhicules. Oui, je comprends que mon enjeu est différent des résidents qui habitent directement à côté de la rue David, mais je les comprends très bien. Je serais dans la même situation qu'eux autres si j'habiterais directement sur ce bout de rue-là. Mais c'est ça, mon enjeu, je sais qu'il est un peu différent, mais moi, c'est vraiment au niveau de la sécurité là, dans notre quartier. Là. Parfait. Ouais. Merci. Merci. Bonjour, Jean Iraca, 27-29 rue David. Mon premier commentaire va paraître un peu ironique, mais je veux quand même remercier le promoteur parce qu'avec sa demande de PPC moi, il a quand même permis à tous les résidents de la rue David de se mobiliser. Sinon, on n'aurait pas la chance de vous rencontrer ce soir. Je pense que ce qui est important, M. Camelin, vous l'avez dit, là, c'est des promoteurs privés. Puis je pense que la Ville de Rouyn-Noranda a un rôle important à jouer dans le développement de ce secteur-là pour assurer une cohérence urbanistique là, pour le développement. On ne peut pas développer un secteur à coût de 10, 15 immeubles à chaque fois. Il faut avoir une vision globale. Puis j'espère que la Ville de Rouyn-Noranda va avoir cette vision-là concernant la rue de raccordement directement sur Saint-Luc. Là. Je pense que ça, c'est la base. Là. Il y a eu plusieurs demandes là, dans le document de M. Pronovo. Là. Il est très bien fait, là. Je le remercie, M. Pronovo, c'est bien fait. Mais il y a un minimum. Je pense que le minimum à avoir, là, c'est vraiment une garantie que cette rue-là va se réaliser, puis va se réaliser quand même à court terme. Parce que si on attend après les promoteurs, il n'y a pas un promoteur qui va vouloir faire une rue s'il n'est pas capable d'optimiser. Puis on le voit, là, il développe un petit bout, 100, 200 mètres, puis là, il optimise ces 200 mètres-là, il fait du haute densité, il fait ce qui est plus payant, puis je peux le comprendre. Mais la Ville, elle a un rôle aussi à jouer là-dedans pour assurer, comme je le disais, la cohérence de l'aménagement, puis aussi voir au bien-être de ses citoyens. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Parfait. Merci. Merci. Bonjour. Moi, c'est Fanny Poirier-Plourde. J'habite au 2713 rue David. Nous, on a acheté notre terrain, ça fait 7 ans. Puis, un peu déçu de constater que ce qu'on s'était fait vendre à ce moment-là n'est pas ce dans quoi on a investi aujourd'hui. Pas que je suis contre le projet, le développement, pas du tout, mais moi, quand j'ai acheté mon terrain, en fait, ça fait presque 15 ans que je me suis mis sur la liste d'attente pour justement acheter un terrain au bout de la rue David. On s'était fait présenter un beau plan d'un quartier résidentiel parfait pour établir ma famille. On s'était dit, on veut être dans un quartier, on veut que ça bouge, mais en même temps, c'est un petit quartier sécuritaire. Puis c'est ça. Au départ, nous, le plan qu'on avait vu, le premier plan, c'était un plan qui allait rejoindre la rue Angers derrière qui a développé. Donc, ça rejoignait comme ça, puis le quartier se fermait là. Il y en a d'autres qui ont parlé aussi d'une traverse vers le parc Saint-Luc, là, le nouveau terrain de soccer. Nous, on s'est installé directement en avant de la traverse pour dire, on va voir les enfants pouvoir traverser là, traverse qui n'a jamais eu lieu non plus. Donc, tu sais, aujourd'hui, moi, j'arrive ici, puis j'ai comme un bris de confiance dans tout ce que j'ai investi dans les dernières années. Construire une maison, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, puis j'ai comme un peu l'impression
qu'on rit des personnes qui se sont engagées là-dedans en tenant comme pour acquis, ben ils l'ont acheté, ils se sont bâtis maintenant, qui vivent avec ce qui se passe pour la suite. Donc, moi, je trouve ça un peu... c'est ça, j'ai perdu confiance. Puis comme Daniel le disait, on n'a pas de vue d'ensemble de ce qui s'en vient. Là, on nous présente 9 logements, mais dans 6 mois, ça va être quoi? Dans 1 an, ça va être quoi encore? Puis là, j'ai l'impression que ce que j'avais prévu pour ma famille, l'argent que j'ai investi, se retrouve un peu à la merci des promoteurs privés qui vont développer comme ils veulent. Donc, c'est ça. Je suis pas contre le développement. C'est juste que je pense qu'il faut réfléchir. Puis j'ai envie de sentir que je peux avoir confiance en les personnes qui ont une vue d'ensemble sur ce qui va être développé. Puis présentement, je l'ai pas. Moi, la rue, tu sais, là, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire parce que moi, je suis convaincue que la rue David n'a pas la capacité d'accueillir ce volume d'achalandage-là de véhicules. C'est déjà problématique. Il faudrait que vous venez en plein mois de février constater par vous-même les bancs de neige, la largeur de la circulation qu'il y a. Moi, j'ai 3 jeunes filles, Romy, Jordan et Nora, qui monopolisent la rue parce que c'est des enfants qui jouent dehors. Puis je sais pas comment je vais pouvoir avoir confiance des envoyer jouer dehors dans leur rue où c'est supposé être sécuritaire s'il y a des développements qui ont lieu comme ça au bout de la rue. Fait que, moi, tu sais, ce que j'avais envie d'amener, c'était la solution de développer la voie d'accès sur le chemin Saint-Luc. Mais ce que je comprends, c'est que le chemin Saint-Luc, qui pour moi, je le côtoie moins parce que, tu sais, ma rue, c'est ce qui est à proximité, mais je constate que c'est déjà problématique pour d'autres aussi. Fait que, tu sais, c'est de savoir que, on va pouvoir avoir confiance en ceux qui développent, mais pour tout le monde autour du quartier, finalement, là, parce que je veux pas pousser mon problème dans le cours de mes voisins sur le chemin Saint-Luc non plus, parce que eux aussi en ont des enfants, puis eux aussi sont dans un quartier qui aime puis qui est sécuritaire. Donc, à travers tout ça, tu sais, je me demande quelle étude d'achalandage de circulation qui a été fait. Est-ce que vous êtes venu en hiver? L'hiver dernier, là, c'était épouvantable. L'autobus n'était même pas capable de reculer dans la rue pour venir porter les enfants. La grosse souffleuse de la ville, même chose. Un camion de pompiers qui arrive là sur une urgence dans notre rue, s'il y a des autos de stationner, il n'est pas capable de passer, là. Fait que, comment est-ce qu'on peut dire que notre rue est capable d'accueillir la circulation qui va emmener 9 logements quand ça va être plus de véhicules que ce qui circule déjà pratiquement sur la rue David. Donc, on vient doubler, puis on est au début du développement. Pour moi, ça fait aucun sens. Je suis contente aussi qu'on ait l'opportunité de venir s'exprimer là-dessus, parce que ce que je me rends compte, c'est que ça aurait eu lieu, puis s'il n'y avait pas eu cette demande de dérogation-là, on n'aurait juste pas eu l'occasion de se faire entendre. Donc, tu sais, moi, ce que je vous dis, c'est de penser premièrement à la sécurité des gens-là, mais la sécurité du quartier complet, puis d'avoir une vue d'ensemble, puis de sentir qu'on peut vraiment faire confiance. Je comprends l'enjeu de des promoteurs privés, c'est pas la ville qui développe, mais je pense qu'ils doivent être régis par des règles précises, puis on doit savoir c'est qui mène les règles, puis la ville doit prendre ses responsabilités à cet effet-là, à mon sens, à moi. Merci. 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 Salut. Bonjour. Alain Rivard, 2730 rue David. Initialement, on est bien au courant que ça, c'est un quartier résidentiel, si on recule. Moi, ça fait 36 ans que je suis là. Fait que je sais comment ça a marché. Il y a eu des petites passe-passe qui ont changé le zonage. On comprend qu'on n'a pas été bienveillant pour se renseigner puis venir s'opposer au début de tout. Après ça, quand les nouveaux acheteurs ont acheté, c'était du résidentiel. Mes amis qui sont là. Où moi je veux en venir, c'est que les promoteurs, eux autres, là, ils s'en foutent complètement de toutes les belles petites paroles, des belles petites choses. Eux autres, c'est de développer, peu importe ce qui se passe. C'est l'argent qui mène. Point. Deuxièmement, je vous entends jamais parler de sécurité. Je vous entends jamais parler de la rue David. La madame parlait des... Comment t'appelles ça, là, les bumps, là?
Viens dans la rue David, on n'a pas besoin de poser en pas chez nous. Calice est pleine de bombes. Fait que là, les camions roulent là-dedans, ça va empirer, c'est déjà commencé. C'est une rue, excusez l'expression tout le monde, c'est une rue de marde. En partant. Quand on arrive au coin chez nous, Soucy, l'hiver, c'est bouché. Quand on arrive chez nous, la rue rétrécit. Les camions, actuellement, moi je regarde, je n'ai plus d'enfants, mais je regarde tous mes petits voisins, j'adore les enfants, qui sont dans la rue à travers les camions qui roulent, les autos qui roulent. Ça, on parle jamais de ça. Là, on dit aux promoteurs, continuez, développer, c'est des taxes. Je comprends votre principe. Mais moi, j'aimerais ça, ma ville, parce que je n'ai pas de recours, là. J'ai une personne à qui je pourrais m'aligner, c'est vous autres. De la bienveillance. Moi, je paye des taxes. Je ne sais pas si vous le savez, hein, vous augmentez mes taxes à toutes les années. Mais qu'est-ce qui arrive là-dedans, c'est que moi, je me dis, mon conseil de ville, mon maire, mes échevins, ils sont quoi là-dedans? Ils font quoi? On dit sécurité. On vous parle. Vous n'êtes pas capable de faire ça comme du monde, d'arriver et de dire, OK, les promoteurs, puis l'autre affaire, je veux dire, Chris m'a l'arraché le micro. Qu'est-ce que je veux dire? Non, avec les promoteurs, ça n'arrêtera jamais. Ça n'arrêtera jamais, jamais, jamais. Ils veulent plus, pas 4. C'est 4 au début, 8, 10, ça n'arrêtera jamais. Mais moi, ma seule défense que j'ai, c'est vous autres. De dire c'est assez. Ou le développement, faites-les. Mais faites-les comme du monde, bon lieu de vierge. Le bout de la rue, arrêtez de venir me dire ça coûte de l'argent. Ben oui. Ben tu dis au promoteur, tu veux faire un gros développement, faire bien de l'argent. On va faire, je sais pas, moi je connais pas toutes les lois, mais d'après moi, ça revient au promoteur de faire la nouvelle rue qui sortirait à Saint-Luc. Me trompes-tu, Danny? Ben, si lui n'a pas accès à ce terrain, il y a une partie qui revient à la ville. Ça revient à la ville? Oui. Ah, ben, quand ça donne bien, il reçoit bien des taxes, la ville. Il me semble qu'on devrait faire ça comme du monde, puis de dire, on va la fermer, la rue David. Parce que moi, comme résident, j'aime la quiétude. Moi, j'étais tout seul au bout de la rue dans le temps. On pensait garder ça une quiétude. On l'a plus, là, c'est fini. Puis la construction des promoteurs, ça n'arrêtera pas. On en a pour 10 ans, 15 ans. Pourquoi on n'est pas proactif une fois dans notre vie, que la Ville dit on va s'occuper de nos citoyens qui payent des taxes, qui sont là depuis 30 ans, 5 ans, 3 ans, 10 ans, puis on va s'en occuper comme du monde, on va le faire comme du monde. Faut les bloquer à un moment donné de dire à ces gens-là, wow, attends un petit peu, là. On a d'autres citoyens qui sont là depuis bien des années. On va s'occuper d'eux autres ici. On comprend que ça rapporte des taxes, puis on comprend le développement. Mais il faut s'occuper des gens. C'est ça qu'on n'entend pas. J'aimerais ça, moi, qu'un jour, vous me dites, « Hey, on vous a entendu. On est venu ici la dernière fois. Qu'est-ce qui a sorti? » Ça n'arrêtera pas. Ça n'arrêtera pas. « Oh, l'argent. Oh, la rue, ça coûte cher. » Hey, arrêtez de me faire broyer, là. Tu sais, veut dire, la gestion, je comprends, mais il y a la sécurité là-dedans. Puis Fanny l'a bien exprimé. Venez vous promener. Je vous invite, à part ça, j'ai un pick-up, moi. M'a t'embarqué, m'a venir te faire prendre juste une raide. J'espère te manger, tu vas avoir mal au cœur. Fait que les gens, là, que t'aies des bombes, pas des bombes, puis ça roule dans la rue, au coton. Fait que vous ne regardez pas la sécurité, vous ne regardez pas le bien-être des citoyens. Moi, j'appelle ça pas être bienveillant avec nous autres qui payent des taxes depuis plusieurs années. Parce que le restant de la rue David, avant le nouveau développement, c'est des gens que ça fait 30 ans qu'on est là. Fait que là, on se ramasse avec 80 véhicules de plus. Puis quelqu'un ici à la ville va venir me dire « Yes, c'est pas grave. » J'ai écouté un petit peu tes affaires tout à l'heure, là, mais je comprends vos lois que vous émettez, mais moi, je vous demande d'être bienveillant. C'est juste ça que je vous demande. Essayez de faire un effort, tu sais, de dire on va considérer ces gens-là. Parce que moi, tu sais que je vais vous donner ma vraie impression, je suis ici à t'asseoir avec tout ce monde-là. Puis j'ai comme une idée, moi, dedans, mon instinct qui me dit, vous avez déjà tout à regarder ces dossiers-là. Quand on vient me dire, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, qu'est-ce que Daniel demandait, moi, je pense que c'est de la grosse... du gros n'importe quoi. J'essaie de faire attention à mes mots. Du gros n'importe quoi. On a un projet. Ces gens-là, ils ont des projets. C'est des hommes d'affaires. Ils ont des projets. Puis vous le savez. Moi, je pense qu'il y a des gens ici qui savent. Fait que j'aimerais ça que vous preniez ça en considération. Vous avez un conseil de ville prochainement. Je ne sais pas comment vous gérez ça, mais y a-t-il quelqu'un qui peut l'apporter? De dire au maire, à tous les autres, ça n'a pas de calice d'allure, qu'est-ce qui se passe là?
En fait, c'est justement le but des consultations publiques. Aller chercher l'information, de la rapporter. Moi, je vais prendre des notes, je vais lui faire un rapport, puis les gens vont pouvoir le réécouter aussi, ce qui a été dit ce soir. Que vous avez nos représentants là, à cette assemblée-là, Oui. avec un compte rendu. Oui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Bonne journée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Parfait. Ça complète ce PPC moi. Deuxième projet particulier de construction, modification, occupation d'un immeuble. L'immeuble visé, c'est le 2866 avenue de la Rivière, le lot 5 029 592 à McWaters. Merci. Donc, les grandes lignes de ce projet sont les suivantes. On parle de la conversion d'un duplex en triplex dans le périmètre urbain de McWaters. Il y a un élément dérogatoire qui est un usage d'habitation de moyenne densité de 3 logements dans une zone qui permet le 2 logements maximum. Un premier projet de résolution qui a été adopté le 27 juillet 2026 qui viserait l'autorisation éventuelle du projet sous le respect de quelques conditions que je vais expliquer plus en détail aux pages suivantes. Donc, on est situé au 2866 avenue de la Rivière à McWaters. Donc, sur la carte, le pointillé jaune représente le périmètre urbain. Le rond en rouge en bas à gauche, c'est le projet. Puis, c'est ça, c'est l'ajout d'un logement là, dans un bâtiment existant. Plus précisément, on est dans la zone 3066. C'est une zone qui autorise plusieurs usages, dont l'habitation de faible densité de 1 à 2 logements, et également les commerces à impact majeur et d'autres usages comme les garages d'entretien de véhicules, l'exploitation forestière et quelques autres. En image, ça ressemble à ceci. La maison initiale, c'est ce qui est en rouge, le 1 et le 2, c'est le fameux duplex, les 2 unités de logement. En jaune, c'est l'unité qui va être ajoutée. En fait, c'était anciennement là, un abri d'auto annexé à la maison qui est converti en annexe. Donc, la porte additionnelle va être située dans cette section-là. Sur la carte, le jaune représente le jaune. Donc, à l'est. Parce que gauche-droite, des fois... OK, il y a un élément dérogatoire, c'est l'usage. On est d'une habitation de moyenne densité au lieu de faible densité qui est autorisé. Le maximum qui est autorisé, c'est 2 logements. Ce qui est projeté, c'est 3. Comme pour l'autre projet, il n'existe pas de norme d'implantation pour les usages de moyenne densité dans cette zone-là. Donc, on va utiliser les mêmes aux fins d'application du règlement que pour les usages de faible densité. Sinon, toutes les autres normes sont respectées. Si jamais il y a des éléments dérogatoires qui surviennent, le demandeur va devoir déposer une nouvelle demande. Le conseil municipal a adopté son premier projet de résolution et autoriserait le projet, donc d'autoriser le 3 logements. L'autorisation serait assujettie à quelques conditions. On a, premièrement, de fournir une preuve produite par un technologue en architecture qui atteste que l'immeuble respecte le Code de construction du Québec. On vient fixer le nombre maximal de chambres aussi, pas juste le nombre de logements. Donc, le bâtiment complet aurait un maximum de 6 chambres. Donc, logiquement, 2 chambres par unité. Il va avoir aussi l'aménagement d'une installation septique conforme qui a une capacité de minimum 6 chambres. Et puis, d'aménager aucun logement dans le garage qui est en rouge sur la carte. Les motifs derrière l'autorisation, on parle d'un sujet de densification douce à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de McWaters. Les périmètres urbains sont en fait des endroits à prioriser pour la consolidation du bâti, si on veut densifier. Les motifs derrière les conditions. Pour ce qui est de l'installation septique de 6 chambres et le maximum de 6 chambres sur le terrain, c'est pour s'assurer que l'installation septique ait la capacité de traiter les besoins de l'immeuble, de l'ajout de logement, parce que c'est un secteur qui n'est pas desservi par les égouts, donc on veut s'assurer de bien protéger les cours d'eau et le milieu naturel.
Puis finalement, pour ce qui est du respect du code du bâtiment, c'est de s'assurer que les logements fournis dans ce bâtiment sont de qualité et de sécurité adéquate. Finalement, pour le calendrier d'adoption, le 27 juillet 2026, il y a eu l'adoption du premier projet de résolution. Le 5 août, il y a eu les avis publics de consultation qui ont été publiés dans le journal. Ils ont été également affichés sur la propriété. Ces avis publics-là servent à convoquer la présente assemblée de consultation publique aujourd'hui, le 24 août. Si tout se passe bien aujourd'hui, la prochaine séance du Conseil, donc le 14 septembre, il va y avoir l'adoption du deuxième projet de résolution. Le 23 septembre, il va y avoir les avis publics pour les personnes habiles à voter. Ça, c'est les propriétaires et les résidents de la zone visée et des zones contiguës. Une fois que l'avis public est publié, les personnes qui veulent s'opposer auront une période de 8 jours pour déposer une demande formelle d'opposition référendaire pour déclencher un référendum. Si dans ces 8 jours-là, la Ville ne reçoit pas de demande formelle d'opposition référendaire, on va passer à la séance du Conseil suivante, le 19 octobre, pour l'adoption de la résolution sous sa forme finale, pour une entrée en vigueur à sa publication le 28 octobre. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires concernant ce dossier? Parfait. On va passer tout de suite au projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble, un PPCMA, pour l'immeuble visé au lot 6 598 988 et 6 522 869 avenue Granada dans le secteur de Granada. Merci, Daniel. Yes. Donc, les grandes lignes du projet, on parle ici d'un projet qui vise la régularisation d'une aire d'entreposage extérieur commercial industriel dans une zone résidentielle qui est voisine à une zone industrielle. Il y a également d'autres éléments qu'on va voir concernant l'aménagement du terrain, les bâtiments accessoires et tout ça. Il y a eu un premier projet de résolution qui a été adopté le 27 juillet, qui viserait une autorisation partielle du projet, puis qui serait accompagné de plusieurs conditions, notamment au niveau de la superficie, au niveau des bandes tampons végétalisées autour de l'entreposage, les éléments sur les bâtiments accessoires et d'autres éléments qui concernent les nuisances potentielles du projet sur le voisinage. On est situé sur l'avenue Granada, au sud de Jacques-Bibeau, donc en jaune sur la carte. Plus précisément, on est à la frontière des zones 6002 et 3106. La 6002, c'est la zone industrielle. La 3106, c'est la zone résidentielle. Donc en jaune, c'est l'ensemble du projet qui a été associé à la demande. Donc ce qui a été remblayé à des fins d'entreposage. On a ce qui est encadré en rouge, c'est ce qui est situé dans la zone résidentielle. Donc c'est celui dont l'usage est dérogatoire actuellement, alors que celui au nord de la ligne mauve, ça c'est déjà autorisé dans la zone industrielle. Donc la zone industrielle, bien entendu, autorise les usages industriels et commerciaux à impact majeur. Je vais cependant décrire la 3106, la résidentielle, qui est assez mixte. Elle autorise les usages résidentiels de faible densité et puis plusieurs usages variés tels que la vente au détail d'articles d'aménagement paysager, la vente au détail de fruits et légumes, la vente de détail de pièces de machinerie lourde, le service de réparation d'automobiles. Les éléments dérogatoires du projet. Il y en a quelques-uns, je les ai séparés par thème. Donc, premièrement, les usages. On parle d'un usage d'entreposage pour usage commercial et industriel qui appartient à la classe commerce à impact majeur, qui est une classe d'usage qui n'est pas autorisée dans la zone résidentielle, donc la 3106. Il y a également des types d'entreposage. Pour être autorisé, il faut qu'ils soient spécifiquement autorisés, en plus de l'usage. Donc, on parle, ce qui est demandé, c'est des entreposages extérieurs de type C et D. Ça, grosso modo, c'est de l'équipement qui sert à l'usage. C'est une entreprise de construction, en fait. Donc, c'est de l'équipement de construction. Type C, c'est toute forme d'équipement divers, alors que D, c'est l'équipement et la machinerie lourde. Donc, tout ce qui dépasse 4,5 tonnes ou 3 mètres de hauteur.
Ces deux types d'entreposage-là sont pas autorisés dans la zone. Également, petite note au niveau de l'implantation, l'entreposage extérieur, il y a des normes différentes qui s'appliquent de façon différente, dépendamment on se situe dans quelle cour. Cour avant, cour arrière, cour latérale. Une cour se définit par la présence d'un bâtiment principal. Donc, en arrière du bâtiment principal, on est en cour arrière et ainsi de suite. Il n'y a pas de bâtiment principal. Donc, il faut définir, on est dans quelle cour pour définir nos normes. Donc, à des fins pour pas alourdir la résolution, on a fixé le terrain comme étant une cour arrière. Donc, on peut considérer ça également comme un autre élément dérogatoire à régulariser. Ensuite, au niveau de plus spécifique entreposage extérieur, on a un entreposage extérieur sans bâtiment principal. L'usage est permis dans le secteur industriel, puis il vise à être permis dans le secteur résidentiel, mais pour l'entreposage extérieur, ça prend un bâtiment principal. Donc, on va régulariser ça également. L'entreposage extérieur de type C, il est demandé que la hauteur maximale soit de 6 mètres. Ça, en fait, c'est pour permettre de superposer des conteneurs qui sont chacun 3 mètres de haut. Le maximum pour l'entreposage de type C, c'est 3 mètres de hauteur. Ensuite, l'entreposage extérieur occuperait 75% de la superficie totale du terrain, alors que le maximum prévu par le règlement est de 30%. Au niveau de l'aménagement du terrain, il y a l'absence d'une bande tampon végétalisée entre un usage commercial à impact majeur et les terrains résidentiels ou les terrains vacants situés dans une zone résidentielle. Ça, tous les commerces de cette classe-là doivent avoir une bande tampon entre l'usage et les voisins résidentiels. Cette bande-là doit avoir 5 mètres de large. Il y a également une absence de clôture opaque autour de l'aire d'entreposage. Ça vient avec les bandes tampons habituellement au règlement. Les clôtures opaques exigées sont de hauteur de 1,85 mètres. Ensuite, les marges entre l'aire d'entreposage et les lignes de terrain, ce qui a été demandé, c'est 1,5 mètres de toute limite de propriété, alors que le minimum prévu au règlement est de 3 mètres de recul. Ensuite, au niveau des bâtiments accessoires, il y a des conteneurs qui sont utilisés, beaucoup de conteneurs qui sont utilisés comme marchandises qui est entreposée, alors que certains d'entre eux vont être utilisés à des fins de remisage, comme un peu des remises. Il y a quelques éléments dérogatoires par rapport à ça. Donc, premièrement, encore une fois, on a l'enjeu du bâtiment principal. Ça prend un bâtiment principal pour avoir un conteneur à titre de bâtiment accessoire. Les conteneurs ne seront pas recouverts de matériaux conformes pour un bâtiment, alors que le règlement exige que si on utilise un conteneur comme une remise, il faut le recouvrir comme une remise. Et ensuite, il est prévu que les conteneurs soient superposés, comme j'ai mentionné tantôt, et les conteneurs ne peuvent pas être superposés dans le règlement. Ensuite, les deux prochains, c'est le même élément, mais qui déroge à 2 normes. C'est le bâtiment accessoire en forme de dôme. Encore une fois, pas de bâtiment principal. Bon, je veux pas me répéter, donc on va deviner c'est quoi la dérogation par rapport à ça. Sinon, toutes les autres normes seraient respectées. S'il y a un autre élément dérogatoire qui survient au cours de la démarche, le demandeur devra déposer une nouvelle demande. À des fins, pour simplifier tout ça, j'ai fait un schéma bien simple. En gros, ce qui est en jaune, c'est l'usage qui est conforme. Ce qui est en jaune, c'est l'usage qui est conforme. Ce qui est en orange, c'est l'usage, le même usage, mais dans le côté résidentiel, le 1. Lui, il est associé à la demande, donc il est aujourd'hui pas conforme. Le 2, c'est l'ensemble qui serait exigé par le gouvernement, le règlement, composé de la bande tampon et de la clôture. Donc, entre le 2, le vert, entre l'entreposage et les terrains résidentiels. Et puis, le 3, c'est le bâtiment en forme de dôme. Le conseil municipal a adopté son premier projet de résolution et autoriserait en partie le projet. Donc, il autoriserait les éléments suivants. L'usage dans la zone résidentielle d'entreposage extérieur. L'entreposage extérieur permis serait seulement l'entreposage de type C, donc celui qui n'est pas l'équipement et machinerie lourde.
L'entreposage extérieur sans bâtiment principal, la proportion d'entreposage de 75% au lieu du maximum de 30, et la marge de recul de 1,5 mètres entre l'entreposage et les lignes de terrain uniquement pour les terrains résidentiels, industriels ou vacants dans la zone industrielle. Donc c'est tout ce qui est la ligne au nord, la ligne à l'est. Eux autres, ça serait permis pour le 1,5. L'implantation d'un bâtiment accessoire en forme de dôme sans bâtiment principal et aussi de fixer le terrain comme si c'était une cour arrière. Maintenant, pour ce qui est des éléments qui seraient refusés, on a l'entreposage extérieur de type D, équipement lourd, machinerie lourde, dans la zone résidentielle. Là, on s'entend, dans la zone industrielle, c'est permis. La hauteur de l'aire d'entreposage de type C, donc l'équipement varié ainsi que les conteneurs, serait limité quand même à 3 mètres. Donc la partie du 6 mètres serait refusée pour la hauteur. L'absence de bandes tampons végétalisées entre l'aire d'entreposage et les terrains situés dans la zone résidentielle. Donc je rappelle, c'est la partie en vert. Ça, c'est ce qui est une des parties qui est refusée. L'absence d'une clôture opaque dans la bande tampon. Et puis, l'aménagement d'un aire d'entreposage extérieur à 1,5 mètres des lignes de terrain du côté résidentiel. Donc, encore une fois, tout ça, c'est ce qui est en vert. En plus de ça, l'autorisation sera accompagnée à plusieurs conditions. Comme pour les éléments dérogatoires, je les ai divisés en thèmes. Pour ce qui est de la superficie autorisée et le respect de la bande riveraine, en 1, donc ce qui est en ombragé sur la carte, la superficie elle est plus petite que ce qui a été demandé au début. Donc on a la limite, ça peut s'étendre à l'ouest à un maximum de 100 mètres de la ligne est du terrain. Ensuite, l'aire d'entreposage a été remblayé. C'est un talus parce que le terrain n'est pas à niveau. Donc, plus qu'on se déplace vers le sud, plus qu'il est haut. Plus qu'il paraît haut, l'aire d'entreposage. Donc, en 2, c'est la bande riveraine doit être respectée, bien sûr, mais on a mis la valeur de référence au bas du talus. Donc, c'est le bas du talus qui doit respecter le 15 mètres de la bande riveraine du ruisseau au sud. Et ensuite, le 3 en orange, l'entièreté de la pente du talus doit être végétalisée. Puis ça, c'est laissé à la liberté du propriétaire. Ça peut être simplement ensemencé de plantes sauvages. Maintenant, le point 4. Pour ce qui est des marges de recul et des bandes tampons et des clôtures. En 4, on a autorisé le recul de 1,5 mètres. On veut aussi l'imposer. Donc, il ne peut pas descendre en bas d'1,5 mètre côté industriel en bleu. Le numéro 5, donc la partie verte en haut, entre l'entreposage situé dans la zone industrielle et les voisins résidentiels, on va imposer, tel que prévu dans le règlement, la bande tampon végétalisée de 5 mètres. Pour ce qui est du 6, donc la bande verte milieu gauche, on vient imposer la même chose, mais d'une largeur de 15 mètres. Donc, ça serait situé sur le remblai qui ne sera plus utilisé à des fins d'entreposage. Et puis, en 7, donc la bande verte au sud, en bas, ça, c'est la même bande de 5 mètres que pour le 5, mais on veut s'assurer qu'elle agisse vraiment à titre d'écran visuel, donc on l'impose en haut du talus. Ensuite, le 8, c'est la clôture opaque qui vient s'installer entre l'écran tampon végétalisé et l'aire d'entreposage. Et puis finalement, les modalités pour l'ensemble de ces bandes tampons-là, ils doivent être composés de conifères ou d'arbres à feuillage persistant d'une hauteur de 2 mètres à la plantation, de façon à créer un écran visuel. Ensuite, bâtiments, équipements et activités. En 9, c'est l'implantation du bâtiment accessoire en forme de dôme. Donc ça, c'est vraiment approximatif. Ce qui est en orange, c'est l'espace de liberté qu'on laisse au propriétaire pour installer son mégadôme. L'important, c'est qu'il respecte une distance de 190 mètres de l'avenue Granada, puis de 90 mètres qui est de la ligne de terrain là, qui sépare les deux parties de terrain du promoteur. Donc les deux flèches oranges à droite.
Le 10, en rouge, c'est l'aire d'entreposage. L'entreposage extérieur de type D n'est pas permis dans ce secteur-là qui est résidentiel. Toujours permis dans ce qui est en noir. Le 11, qui est pas sur la carte, aucun entretien mécanique ne peut être effectué sur l'entièreté de la propriété. Le 12, les conteneurs ne peuvent pas être superposés. Le 13, un maximum de 25% des conteneurs présents sur le site peuvent être utilisés à des fins de remisage. Donc, c'est pour s'assurer là, que la majorité des conteneurs, ce soit des conteneurs de chantier qui servent pour l'entreprise de construction. Ensuite, on était rendu au 14. La source lumineuse de l'éclairage extérieur ne doit pas être visible des propriétés résidentielles voisines. Et puis, finalement, aménagement, environnement et externalité. 15. L'aménagement de l'aire d'entreposage devra respecter un plan de gestion d'eau pluviale. Les aménagements pour cette gestion devront s'implanter à l'intérieur de cette même superficie. Donc, on veut s'assurer que l'eau qui est produite ou l'apport en eau qui est occasionné par la superficie minéralisée, ça soit traité à même cette superficie-là. 16. L'ensemble des parcelles vouées à l'entreposage doit appartenir à un seul et même propriétaire. Donc, le propriétaire peut, dans le futur, vendre des parties de terrain. L'important, c'est que l'entièreté de la zone d'entreposage demeure une seule et même propriété. Peu importe le propriétaire. Puis 17. La proportion vouée à l'entreposage ne doit pas dépasser 75% de la superficie autorisée. Donc, c'est pas l'entièreté du terrain, c'est l'entièreté de la superficie. Une note d'importante à savoir, c'est que seuls les endroits vraiment spécifiques à l'entreposage sont considérés dans ce 75%-là. Donc, les bandes tampons végétalisées, les aires de circulation, puis tout ça, ça fait partie du 25% extérieur qui n'est pas de l'entreposage. Et puis, finalement, les opérations peuvent être effectuées entre 7h30 et 19h30 seulement. L'autorisation, les motifs derrière celle-ci, on parle d'une expansion d'une entreprise, c'est une expansion un peu naturelle du terrain. C'est une activité qui prend beaucoup de place et puis c'est de la place qui est un petit peu difficile à trouver dans ce secteur-là. Les conditions, les motifs derrière ça. On veut limiter les impacts sur le milieu naturel et résidentiel en concentrant les activités au nord du terrain dans la superficie visée avec le 100 mètres et la bande riveraine. Limiter les autres externalités négatives produites par le maintien et l'expansion des activités sur le milieu résidentiel, donc tout au niveau de l'éclairage, des bandes tampons, etc. Et puis finalement, l'exercice de l'usage à l'intérieur du fameux 100 mètres de la ligne Est, c'est pour nous permettre de respecter notre plan d'urbanisme. Sans le respect du plan d'urbanisme, une autorisation n'a pas de valeur légale. Finalement, calendrier d'adoption, on a le 27 juillet qui a eu l'adoption du premier projet de résolution. Le 5 août, il y a eu l'avis public de consultation qui a été publié dans le journal et qui a également été affiché sur la propriété. Ces avis publics-là servent à convoquer la présente assemblée de consultation publique aujourd'hui, le 24 août. Si tout se passe bien aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'opposition, on va passer à la prochaine étape, la prochaine séance du Conseil, le 14 septembre, où ce qui va avoir l'adoption du deuxième projet de résolution. Le 23 septembre, il va y avoir les avis publics pour les personnes habiles à voter. Une personne habile à voter, c'est une personne qui est propriétaire ou résidente des zones visées et des zones contiguës. À partir de la publication de l'avis public, ces personnes-là auront 8 jours pour déposer une demande formelle d'opposition référendaire. Si suite à ces 8 jours-là, aucune demande d'opposition référendaire n'est déposée en bonne et due forme, on va passer à la prochaine séance du Conseil le 19 octobre 2026 pour l'adoption finale de la résolution, pour une entrée en vigueur la semaine suivante, le 28 octobre, à sa publication. Y a-t-il des commentaires? Ça aurait pris un verre d'eau. Ça aurait pris Est-ce qu'il y a des du commentaires? café et un verre d'eau. Ce qui m'a fait à cette assemblée de consultation, on va revenir dans quelques minutes, le temps que le Conseil s'installe pour la séance régulière du Conseil, qui devait débuter à 20h, mais qui va débuter plus tard. Merci beaucoup. Merci.